magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine Pluriel. En voici le sommaire. Les Togolais, à l'instar des autres peuples du monde, ont vécu les fêtes de fin d'année dans un contexte particulier en raison du Covid-19. Couvre-feu, notamment sur tout le territoire, jusqu'à demain 3 janvier 2021. Le chef de l'État, dans un message à la nation, réitère son appel au respect des mesures barrières et promet une reprise très prochaine des activités sur l'ensemble du pays. L'Union africaine et l'ONU exhortent les parties soudanaises à garantir un retrait sûr de leur mission au Darfour. La MINUIAD a officiellement mis fin jeudi dernier aux opérations pour lesquelles elle a été mandatée. Du coup, le gouvernement soudanais prend en charge la protection des civils dans cette région. Le Togo, un pays à dominante agricole, fait la promotion de ce secteur. Le Centre interafricain pour la promotion économique et les affaires CIPIA se dit aussi concerné par ce domaine d'activité et appuie les jeunes en aval et en amont dans les différents projets. Que fait concrètement le Centre CIPIA? Pour nous en parler, nous recevons ce samedi M. Laurent Ompo. Il est le directeur général du Centre. Sport, football, le ballon va rouler ce week-end en Europe à la faveur de la reprise des championnats après la pause de Noël. Le Boxing Day, quant à lui, propulse les Mancuniens à la tête de la Premier League à égalité de points avec Liverpool. À suivre également dans ce journal les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Noël, c'était le 25 décembre 2020 et le Nouvel An hier. Des fêtes célébrées de façon particulière en raison cette année de la pandémie à coronavirus. Les Togolais dans leur majorité se sont conformés aux dispositions prises par le gouvernement pour limiter au maximum les risques de contamination. Parmi ces mesures, le couvre-feu en vigueur depuis le 20 décembre et qui court jusqu'au 3 janvier 2021 de 22h à 5h sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit donc à travers ces mesures de parvenir à une prise de conscience individuelle et collective de l'existence de ce virus qui laisse chaque jour derrière lui de nombreuses victimes et de nombreux cas de contamination. Une fois encore, dans son message à la nation à l'occasion de la nouvelle année, le chef de l'État fort Essozomna Nyanzingbe a évoqué les secteurs touchés par les effets désastreux de cette pandémie et lancé un appel à la préservation des acquis et à l'engagement de tous dans cette lutte contre ce virus. Voici donc un extrait du message du président de la République à la veille du Nouvel An. Mes chers compatriotes, l'année 2020 a été éprouvante à bien des égards. Avec l'irruption de la maladie à Covid-19 et ses multiples conséquences au plan sanitaire, économique et social, mais cette épreuve nous aura permis de mesurer la pertinence des efforts consentis durant les années antérieures pour bâtir une économie résiliente et développer des mécanismes d'inclusion sociale. Mais elle nous aura également rappelé combien nous serions vulnérables si nous ne veillions constamment à préserver et consolider nos acquis. Si nous avons pu faire face à la pandémie en limitant la propagation de la maladie et en atténuant les effets de la crise sur la vie économique et sociale, c'est grâce à l'engagement et au sens de responsabilité de tous. Le personnel de la santé, qui s'est retrouvé au devant de ce front sans précédent, a fait montre d'un courage et d'une mobilisation exemplaire qu'il convient de souligner. Je voudrais donc l'exhorter pour les mois à venir à poursuivre avec le même engagement sa mission au chevet des patients pour préserver des vies
pour protéger les vies. Je salue également la mobilisation de la communauté internationale et exprime en votre nom notre reconnaissance à nos partenaires pour le soutien qu'ils nous ont apporté dans la mise en œuvre de notre plan de riposte contre la pandémie et ses conséquences socio-économiques. J'adresse également la gratitude de la Nation à toutes les structures impliquées dans la riposte et à tous ceux qui, de près ou de loin, se sont mobilisés pour sensibiliser, pour aider et soutenir les populations partout sur l'étendue du territoire. Une lueur d'espoir pointe à l'horizon avec la découverte des vaccins. Je veux vous dire que nous ne lésinerons sur aucun moyen pour préserver nos vies et nous permettre de reprendre très rapidement le cours normal de nos activités. C'est pour cela que j'ai instruit le gouvernement pour que les dispositions soient prises afin que notre pays, qui a déjà adhéré à l'initiative COVAX, bénéficie dès que possible des premières doses de vaccins qui seront destinées prioritairement aux personnes présentant des facteurs de comorbidité et au personnel soignant. Autre point évoqué par le chef de l'État, la présidentielle du 22 février 2020, tout en se félicitant de la maturité politique du peuple togolais tout entier, Forest Azomnanya Zingbe a appelé tous les Togolais à œuvrer à la construction et au développement de la nation togolaise. L'année 2020 a été essentiellement marquée au plan politique et sanitaire par deux événements majeurs. En me référant à la tenue de l'élection présidentielle au mois de février, je remercie la providence divine qui nous a permis d'honorer ce rendez-vous républicain juste avant la survenue de la pandémie dans notre pays. Je me réjouis de la bonne organisation de cette consultation et salue la maturité et la mobilisation du corps électoral qui a massivement exprimé son choix en toute liberté et responsabilité. Cette occasion me permet de vous réitérer mes profonds remerciements pour la confiance renouvelée et redire solennellement que je mesure chaque jour avec humilité et détermination ma responsabilité dans la conduite de notre pays sur la voie qu'il s'est choisie, celle d'un Togo en paix, d'une nation moderne avec une croissance économique inclusive. À ce stade, je voudrais partager à nouveau avec vous ma conviction que l'œuvre de développement national est nécessairement commune. Et c'est ensemble que nous devons l'aborder, car elle est beaucoup plus importante que toutes nos divergences d'approche ou d'opinion. Cette affirmation s'impose aujourd'hui à nous, avec d'autant plus d'acuité que la pandémie actuelle accentue les besoins, ébranle les certitudes et menace les équilibres. L'Assemblée nationale a clôturé le 31 décembre 2020 la deuxième session ordinaire de l'année ouverte le 1er septembre dernier pour une durée de 4 mois. Cette 18e séance plénière a été présidée par le 4e vice-président de l'Assemblée, l'honorable Pacom Aménian Adjurovi. La session a été relativement intense malgré le contexte de la crise sanitaire. La représentation nationale a tenu plus de 17 séances, soit en moyenne une séance par semaine. Mathias Wibini revient sur cette plénière.
Conformément à l'article 55 de la Constitution de la 4e République, la deuxième session ordinaire de l'année 2020, ouverte le 1er septembre, s'étale sur 4 mois. La rencontre-échange a permis aux représentants du peuple de faire le bilan des 4 mois d'intenses activités. C'est le 4e vice-président, Pakom Yaovi Adjourovi, qui a présidé les travaux. Il a saisi l'occasion pour présenter au nom du Parlement ses meilleurs vœux à l'orée de la nouvelle année. Au cours de la session qui s'achève, beaucoup de réformes engagées par l'équipe gouvernementale ont été traduites en projets de loi et la plupart ont pu être adoptées par la représentation nationale. J'en veux pour preuve les 13 projets de loi examinés et adoptés, notamment le projet de loi relatif à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo, le projet de loi relatif à la programmation militaire 2021-2025, le projet de loi organique fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République, le projet de loi de finances, exercice 2021, le projet de loi portant Code du travail. De plus, 2 ateliers de formation ont été organisés à l'intention des députés, de la Commission des finances et du personnel administratif. Je renouvelle ici toute ma gratitude aux partenaires qui appuient l'Assemblée nationale pour son développement stratégique. Enfin, sur notre registre, nous avons rendu par 2 séances spéciales des hommages funèbres officiels à Feu Ouattara Nachaba, ancien président de l'Assemblée nationale, et à Feu André Johnson, 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Je salue une fois de plus la mémoire des illustres disparus. Au cours de la deuxième session qui s'achève, l'Assemblée nationale a appuyé le gouvernement dans la riposte contre le Covid-19 en votant une loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Togo. Elle a en outre autorisé la ratification des conventions internationales et les accords d'adhésion à des organisations internationales. Les députés n'ont pas manqué d'aborder la question liée au remplacement de leurs collègues appelés à d'autres fonctions. Précisons que le secrétaire général adjoint du gouvernement, Span Makre, a assisté aux travaux. Et les chiffres de coronavirus au Togo, chiffres mis à jour le 1er janvier, c'est-à-dire hier, à 20h23. 29 des 1405 personnes testées hier sont positives. Elle porte le nombre total de cas positifs à 3662. Ces 29 personnes âgées de 3 à 59 ans se répartissent comme suit. 7 cas parmi les contacts. Un homme dans la préfecture d'Agoué, une femme dans la préfecture du Golfe, 3 femmes dans la préfecture de Labina, une femme et un homme dans la préfecture de Pendial-Ouest. 7 cas parmi les suspects, une femme dans la préfecture d'Agoué, 4 femmes et un homme dans la préfecture du Golfe, un homme dans la préfecture de Tandjouar. 11 cas parmi les voyageurs, une femme et 2 hommes dans la préfecture d'Agoué, 3 femmes et 4 hommes dans la préfecture du Golfe, une femme dans la préfecture de Labina. 4 cas parmi les dépistés, une femme et 3 hommes dans la préfecture du Golfe. 50 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 3443. Le nombre de décès reste inchangé à 68. Le nombre de cas actifs est de 151. À ce jour, 179 301 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Au Nigeria, des scientifiques ont identifié une nouvelle souche de Covid-19. Des études sont en cours pour préciser les propriétés de cette variante du coronavirus. Cette découverte intervient alors que le pays a été durement touché par l'épidémie en décembre. Cette variante a été observée sur 2 patients lors d'analyses menées sur 200 échantillons par les scientifiques du Centre d'excellence africain de recherche génomique et des maladies infectieuses. D'après ce centre de recherche, les 2 patients présentent des mutations génétiques.
Au Niger, les résultats complets provisoires de la présidentielle et des législatives du 27 décembre 2020 n'ont finalement pas été proclamés hier comme prévu. La Commission électorale indépendante nationale CENI a repoussé cette proclamation à ce de janvier pour pouvoir terminer le travail sans le bâcler. Selon l'institution, le nombre élevé de candidats a entraîné un traitement plus long des résultats et que les contrôles ont été rigoureux. Plusieurs partis politiques qui participent à ces élections disent comprendre les raisons de ce report. L'Union africaine et les Nations unies ont exhorté jeudi dernier tous les acteurs soudanais à garantir un retrait sûr et ordonné de leur mission de maintien de la paix conjointe donc dans la région du Darfour. Dans une déclaration commune, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, ont appelé toutes les parties soudanaises à assurer un retrait sûr et ordonné de l'opération hybride ONU-UA au Darfour MINUAD au cours des 6 prochains mois. Charlotte Ahar. La MINUAD a donc officiellement mis fin jeudi aux opérations pour lesquelles elle a été mandatée et c'est désormais au gouvernement soudanais de prendre en charge la protection des civils dans cette région. À compter d'hier vendredi, les militaires et les policiers de la MINUAD œuvreront à sécuriser les activités de retrait de la mission, de son personnel et de ses biens. La mission conjointe disposera de 6 mois pour procéder à un retrait progressif avec le rapatriement des troupes et de leur matériel ainsi que la fermeture de ses bases et de ses bureaux. Saluant l'entreprise historique menée par la MINUAD, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat et le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres ont réitéré leur engagement à aider en permanence le gouvernement et le peuple soudanais à consolider les acquis du processus de paix et à mettre en œuvre le plan d'action national sur la protection des civils. En octobre, un accord de paix historique a été conclu entre les autorités soudanaises et 2 groupes armés au Darfour. Les autorités de Khartoum assumeront le rôle principal de soutien au processus de paix, de facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire et de soutien à la médiation des conflits intercommunautaires. L'ONU continuera toutefois à soutenir le pays par l'intermédiaire de ses équipes et de la mission intégrée d'assistance à la transition au Soudan, laquelle aidera le Conseil souverain mixte militaro-civil qui dirige actuellement le pays jusqu'à la tenue des élections dans la réforme de la gouvernance et de ses efforts pour résoudre la profonde crise économique du pays. Merci à toi, Charlotte Ahar. Le continent africain a commencé hier à commercer dans le cadre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA. La ZLECA, qui a été lancée en mars 2018 dans la capitale rwandaise Kigali, a jusqu'à présent réuni 54 signataires membres de l'Union africaine, offrant ainsi un nouvel espoir et une exaltation continentale en termes de stimulation du commerce intra-africain et finalement de facilitation du développement et de l'industrialisation de l'Afrique. L'Érythrée reste le seul pays non signataire du dit accord. Le Premier ministre français Jean Castex est allé hier à la rencontre de petits contingents français stationnés sur des bases au Tchad, d'abord à Faya-Largeau, puis à Abéché. La veille, le Jean Castex donc avait réveillonné avec les soldats de la force antiterroriste Barkhane positionnés au camp Kosei de N'Djamena. Le chef du gouvernement français avait marqué au passage son soutien à des troupes endeuillées par la mort de 3 des leurs au Mali. Invité à présent, le secteur de l'entrepreneuriat agricole au Togo connaît des avancées notables depuis quelques années. Le Centre interafricain pour la promotion économique et les affaires CIPIA appuie les jeunes en aval et en amont dans différents projets. Entre autres activités, des conseils, l'appui au financement, la transformation et la communication.
Quels sont donc les domaines d'intervention et d'appui dont les jeunes Togolais peuvent bénéficier? Nous recevons ce samedi M. Laurent Ompo, directeur général du Centre interafricain pour la promotion économique et les affaires CIPEA. M. Ompo est interrogé par Odette Bira. Monsieur Laurent Ompo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Centre interafricain pour la promotion économique et les affaires. Dites-nous, quels sont les domaines d'intervention de votre centre? Merci beaucoup pour donc l'opportunité. Oui, nous sommes le responsable du Centre interafricain pour la promotion économique et les affaires, CIPEA, comme vous l'avez dit. Nous sommes dans le domaine agricole. Nous sommes autour de 4 secteurs principalement. Le premier domaine, c'est assistance, accompagnement, orientation. Alors, lorsque quelqu'un veut entreprendre dans le domaine agricole, bien évidemment, il vient nous lui donner les conseils qu'il faut. L'orientation, comment est-ce qu'il faut cultiver, produire, ou comment, avec qui, quand et pourquoi. Et aussi, il faut l'aider à avoir de l'argent, l'accompagnement. Et à cela, nous faisons ce que nous appelons le plan d'affaires agricole. Et ce plan d'affaires lui permet de pouvoir être éligible au financement et que l'État a mis en place pour accompagner donc les jeunes qui sont dans le domaine agricole. Il y a aussi ce que nous appelons l'intermédiation. À ce domaine, il faut permettre à ce que le jeune puisse trouver le marché. Puisque c'est de ça il est question. Il faut que lorsqu'il produit, qu'il soit à mesure donc de pouvoir vendre ce qu'il fait. Et nous sommes là dans l'assistance, il faut accompagner les jeunes en amont et en aval. Le second domaine d'intervention, c'est l'agriculture, même la formation. Et dans le domaine agricole, nous pensons que c'est simple. On dit la terre ne trompe pas. Mais si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas les itinéraires, si vous n'avez pas le savoir-faire, la terre peut vous tromper et je le dis très souvent, même vous mettre en prison. Peut-être que vous prenez un fonds quelque part, vous n'arrivez pas à rembourser, vous n'arrivez pas à rentabiliser votre projet. Alors la banque ne va pas vous faire cadeau. Et c'est pour ça que pour pouvoir entreprendre dans le domaine agricole, il faut avoir les connaissances. Et en ce domaine, nous faisons la formation agricole, l'entrepreneuriat agricole pour apprendre aux gens les itinéraires techniques. Dans notre jargon, quels sont donc des itinéraires techniques pour pouvoir réussir, commencer un projet agricole et le réussir. C'est pas forcément que vous ayez des connaissances académiques. C'est pas que vous devez aller d'abord à ISA pour pouvoir être un agronome avant de réussir. Mais vous avez quand même, vous êtes dans l'obligation d'avoir les BABA qui vous permettront donc de réussir, que ce soit dans le domaine agricole ou agrobusiness. Donc là, le second point, c'est la formation. Et nous avons une académie agricole, c'est pour aider les jeunes entrepreneurs à avoir des connaissances basiques, comme je l'ai dit, pour pouvoir réussir leur projet agricole. Et nous sommes aussi dans troisième point dans l'agro-ingénierie à ce niveau. Donc il faut connaître le sol pour pouvoir savoir quel type de spéculation produit. L'agro-ingénierie demande l'étude des sols, connaître le pH du sol, savoir quel type de sol. Si nous prenons le soja, à quel niveau du Togo on peut le produire. Le maïs, ce n'est pas en regardant le sol qu'on pourra en même temps dire le sol, il semble que en voyant le sol, c'est bon. Mais ce ne sont pas des affirmations gratuites. Lorsque nous parlons de l'agriculture, il faut faire les études, il faut faire connaître le pH. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils ont pris le temps de connaître, même de mettre les ceintures. Aujourd'hui, au Togo, il faut que nous puissions aller à ce modèle-là. Les ceintures, vous allez aux États-Unis, on va vous parler de cotton belt pour dire la zone où on cultive du coton, milk belt, la zone où on fait de l'élevage des bovins et tout ça là. Donc au Togo aussi, il faut que nous puissions arriver à connaître les zones qui sont adaptées à telle ou telle culture. Par exemple, nous prenons un Montblanc par hasard, il faut quand même que nous puissions être à mesure de connaître le pH. Et ça permet d'orienter nos politiques. Dites-nous qui peut bénéficier de votre expertise au CIPEA? C'est toute personne qui peut entreprendre dans le domaine agricole. Tout entrepreneur, tout jeune entrepreneur. Quand on parle de jeune entrepreneur, nous ne parlons pas question d'âge, ce n'est pas la naissance. Quelqu'un qui commence à entreprendre, quel que soit son âge, il est un jeune entrepreneur. Alors, quelqu'un qui veut commencer, il dit voilà, j'ai des domaines au champ, mon papa a des domaines, il m'a légué ces domaines, ou moi-même j'ai acquis les domaines, je vais commencer à mettre de l'argent, à investir dans ce domaine-là. Il est bon pour venir. Le CIPEA l'accueille, il l'aide, l'oriente, comme je l'ai dit tantôt, lui donne les connaissances, les BABA, pour qu'il puisse réussir son projet, même si entre-temps, il n'est pas un agronome ni un spécialiste agricole. Même s'il n'a pas été scolarisé, il n'a aucune connaissance agricole ou quelqu'un qui n'a pas été à l'école, je veux dire. Vous allez voir, quand vous allez dans les villages, vous allez comprendre que nos parents qui n'ont jamais été à l'école connaissent mieux la terre plus que ceux qui sont restés à l'université. Ils sont seulement des hommes de Lomé et ils n'ont jamais été au champ. Ça veut dire que c'est pas forcément l'école qui peut réussir dans le domaine agricole. C'est seulement les connaissances. Nos parents, les grands ingénieurs agricoles sont aussi des parents qui n'ont jamais été à l'école. Donc,
toute personne qui veut entreprendre dans le domaine agricole peut venir. Comme je l'ai dit, il ne faut pas penser que comme je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas fait les études d'agronomie, qu'est-ce que je peux réussir? C'est vrai, par le passé c'était possible. Maintenant qu'il y a des facilités, tout le monde peut venir pour entreprendre. Dans l'entrepreneuriat agricole des jeunes, quelles sont les spécialités de votre centre au Togo? Il y a la production végétale et la production animale. Nous sommes dans l'agriculture dans son ensemble. La chaîne de valeur production, les connaissances qui sont sur l'agriculture. Comment est-ce qu'il faut entreprendre pour sortir un projet agricole, réussir? Ça, c'est notre domaine. À part ça, il y a la production, la transformation, l'agrobusiness. Ça veut dire les produits qui sont, issus du champ doivent être transformés. Nous sommes aussi dans l'agrobusiness au Togo où nous accompagnons les jeunes à transformer, à même labelliser leurs produits, avoir la certification, avoir le branding, l'emballage pour être vendable à l'international. Donc, et à part ça, donc, l'élevage. Sauf si l'élevage au Togo est très important, que ça marche de pair. L'agriculture et l'élevage, ça marche de pair. Voilà, ça veut dire que nous aussi, nous accompagnons les gens qui sont dans le domaine agricole et l'élevage, de Lomé à Saint-Cancé. Et nous avons les pôles, nous avons des partenaires, les maires dans les communes, qui nous permettent donc d'aller très rapidement prendre tout le terrain et pour faire en sorte que les gens puissent. C'est pour ça que nous avons des fédérations avec lesquelles nous travaillons, la fédération pour les petits ruminants, la fédération pour les gros ruminants qui vont arriver. Bref, tout ce qui est agriculture, agricole, agrobusiness, voilà nos domaines au Togo. Et parlant justement de l'appui des jeunes, comment se fait l'appui du centre aux jeunes qui veulent entreprendre? Lorsque vous venez, nous vous recevons et vous nous exposez un peu votre idée, votre vision. Vous voyez, s'il faut vous orienter, nous vous donnons les conseils qu'il faut. Voilà, moi je veux entreprendre ceci, mais vu ce que vous avez et la terre que vous avez, les opportunités que vous avez, les moyens que vous avez, je préfère que vous fassiez ça. Vous voyez un peu ça, et on l'oriente. C'est-à-dire, les connaissances, ça veut dire que c'est peut-être un agronome qui il est là, peut-être il a, en termes de formation, peut-être qu'il a déjà la formation. Donc on va voir qu'est-ce qu'il veut faire. Nous montons son plan d'affaires. Monsieur Laurent Pau, vous avez été vous-même entrepreneur agricole. Parlez-nous un peu de votre expérience. Qu'avez-vous fait exactement? J'ai été entrepreneur agricole, entrepreneur dans l'ensemble. J'ai pas mal d'expérience. Vous savez, c'est un domaine qui n'est pas aussi facile. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Il faut d'abord être courageux, il faut être persévérant. Je suis allé au Maroc pour me faire former dans le domaine agricole parce que quand vous voulez prendre un voyage, il faut avoir tout le matériel possible. Donc, je suis revenu et j'ai eu à rencontrer les gens. Pourquoi? Les expériences aussi, c'est de rencontrer ces gens, ces jeunes-là qui veulent entreprendre, mais ils savent où commencer. Voilà un peu ça. Donc, il faut recommencer. Il faut apprendre à aller avec ces jeunes parfois qui sont un peu pressés parfois, qui veulent rapidement les choses, qui vont à un moment donné, toi qui veux qu'ils réussissent, ils vont retourner peut-être contre toi que c'est trop lent, pourquoi c'est ceci, vous savez. Donc tout ça là, l'entrepreneuriat c'est quelqu'un qui entreprend toujours au jour le jour. Donc j'ai beaucoup appris, j'encourage les gens vers l'entrepreneuriat, il faut le dire, l'État est en train de donner les moyens plutôt pour que le Togo puisse véritablement embrasser le domaine entrepreneurial. Et nous sommes les modèles. Quand on parle de modèle, c'est que nous sommes les expériences. Parce que nous avons commencé, nous parlons de ce que nous avons fait. Alors j'ai appris, ce que j'ai appris, c'est ce que je peux donner. Et ça aussi des expériences, des échecs. Là où j'ai échoué, quand je trouve quelqu'un qui veut prendre la même voie, je lui dirais que non, là-bas, j'ai déjà eu des échecs là-bas, j'ai eu des expériences là-bas, n'y va pas. C'est pour ça qu'il faut mettre un système d'accompagnement, d'orientation, d'assistance. Qu'attendez-vous des jeunes qui veulent entreprendre? Oui, premièrement, il faut seulement avoir le courage. La première chose, la détermination. Il ne faut pas faire de l'à peu près. Quand tu commences, il faut vouloir bien faire. Il faut avoir confiance en soi et il faut travailler au jour le jour. Les jeunes qui veulent entreprendre, je leur dirais simplement d'avoir le courage. Et il faut avoir les mentors. C'est-à-dire, il faut voir les modèles, ceux qui se sont devant. C'est pas l'orgueil, c'est pas par l'orgueil, mais vous allez voir quelqu'un qui a réussi, vous devez aller vous approcher de lui, des modèles. Vous êtes basé à Lomé, alors que l'activité agricole est à l'intérieur du pays. Comment faites exactement pour toucher tout ce monde agricole? Oui, nous sommes basés à Lomé, voilà, le bureau est à Lomé, mais les activités se font à l'intérieur du pays. Nous avons les pouvoirs ou les autorités communales. Nous avons les maires qui sont dans les communes. Nous signons des partenariats avec ces maires-là. Si ce n'est pas les maires, ça peut être les jeunes que nous identifions dans les villages qui sont nos représentants. Le maire, c'est quoi? C'est en tout cas la grande agglomération où on peut trouver rapidement le marché. Vous voyez, quand même on produit à l'intérieur du pays, on finit ça Lomé au vent. Donc nous sommes dans l'assistance accompagnement. Il faut qu'on soit à Lomé à l'intérieur du pays pour permettre à ceux qui sont à l'intérieur du pays de pouvoir trouver le marché à Lomé. Nous avons nos bureaux, c'est un bureau à l'intérieur du pays. Par exemple, à Tiamba, nous sommes en train de mettre un bureau et ailleurs.
Ça permet donc de pouvoir être à Lomé et être partout à la fois. Quelles sont les difficultés que le centre rencontre dans la gestion des jeunes entrepreneurs agricoles au Togo? Et les difficultés sont multiples. Bon, je vais quand même mentionner quelques-unes. D'abord, le domaine agricole, il faut savoir, il faut le dire, on n'avait pas cette politique orientée vers l'agriculture. Donc aujourd'hui, il faut tout refaire. Il faut intéresser les gens. Et parfois, on pense que le domaine agricole, il faut en même temps semer et récolter le même jour. Il y a aussi les moyens qui manquent souvent. Et c'est vrai, nous montons les plans d'affaires vers le MIFA, mais c'est pas tout le monde qui a le financement en même temps. Il faut être patient. Parfois, je pense que quand on monte le plan aujourd'hui, le lendemain, il faut avoir de l'argent. Vous voyez ça? Quand ça fait 1 mois, 2 mois, on dit non, ça ne marche pas, ou bien pourquoi, et voilà. Donc, il faut avoir le courage de traiter tout ce monde-là. Le Togo, c'est vrai, 56 600 km², c'est pas petit. Mais il faut couvrir tout ça. Donc, il faut les moyens. Et nous n'avons pas toujours les moyens. Pour terminer, où trouver CIPEA pour ses conseils? Nous sommes à Lomé à Manahome, pas de la banque BTCI. Vous allez voir nos bureaux qui sont là. Et nous sommes ouverts de lundi à vendredi, pourquoi pas les samedis. À l'intérieur du pays, il faut aussi nous trouver partout. Merci, Monsieur Mpo. C'est moi qui vous remercie. Trois frères sont accusés d'homicide volontaire. Ils ont assassiné leur père pour s'accaparer ses terrains. La cour d'assises de Lomé les a condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. Retour sur ces faits avec Hélène Assavi dans Écho du Palais. Le nommé Agbebara, vieillard de 117 ans environ, était un féticheur originaire d'Arlon, Kliko au Ghana, qui a résidé successivement à Adétikopé, à Lomnava, avant de s'établir définitivement à Lomé à Dakpamé. Il avait épousé plusieurs femmes et engendré une vingtaine d'enfants, mais dans les dernières années de sa vie, il n'avait aucune femme au foyer. Il partageait donc son domicile avec 3 de ses fils, Kokou, Comblan et Koujo, leurs femmes et enfants, son petit-fils Doji et sa petite-fille Mama, mais c'était Comblan et Koujo qui lui faisaient la cuisine. Le vieux féticheur mélangeait à son fétichisme des pratiques hautement criminelles. En effet, une quinzaine d'années auparavant, il avait perdu sa fille Lawe, qu'il enterra discrètement à son domicile et envoya le cercueil vide qui fut enterré au cimetière d'Adakwame. Quelques années plus tard, il fit déterrer les ossements de cette dernière par son serviteur à Megan Yoko et son fils à Dansossi. Puis, il utilisa ces ossements dans son fétichisme. Plus tard, ce serviteur mourut et son fils à Dansossi devint fou et erra au bouchon de Toglekopé. Entre-temps, le vieux féticheur ayant vainement recherché une bosse humaine pour l'installation d'un nouveau fétiche, envoya 4 personnes, dont son fils Kokou, qui maîtrisèrent et ramenèrent son fils à Dansossi à son domicile où il le sacrifia à ce nouveau fétiche. Dans ces dernières années, le vieux féticheur était devenu dangereux pour ses propres enfants qu'il n'avait cessé d'accuser de l'offenser. Ainsi, ces dernières estimaient qu'il ne faisait plus rien de bien et que le moment de sa succession était arrivé. Une lutte pour cette succession divisait malheureusement ses enfants pendant que son fils Kojo, qu'il avait choisi à cet effet, s'impatientait. Le vieux féticheur était un peu fortuné, mais sa longévité légendaire était devenue un obstacle majeur à ses enfants qui avaient hâte de prendre possession de leur héritage. C'est ainsi que le 9 janvier 2006, aux environs de 7h30, Mama, la petite fille du vieux Agbebara, voulant puiser de l'eau au puits, constata que la porte d'accès au compartiment de son grand-père était encore fermée de l'intérieur. Dodi, son grand frère, regardant par les trous de la porte en tôle du garage, constata que son grand-père y était dans sa chaise pliante couverte de mouches, un bras tombant, un visage noir. En ce moment, Comblan et Koujo étaient absents. Informés, les oncles arrivèrent aussitôt et défoncèrent alors la porte et entrèrent au compartiment des fétiches, puis constatèrent que le visage et la tête de leur frère étaient fracassés. Sa chambre et son armoire étaient fouillées et vidées de tous les documents et sommes d'argent. Comblan et Koujo, revenus plus tard à la maison, déclarèrent qu'ils étaient allés faire leur job au port où ils ont passé toute la nuit. Cependant, ils restèrent indifférents à l'annonce de la mort de leur père, ce qui les rendait suspects. Le crime fut donc déclaré à la gendarmerie qui alla faire le constat d'usage. Dans un premier temps, Koujo nia toute implication dans l'assassinat de son père.
Mais 2 jours plus tard, il passa aux aveux en déclarant que dans la journée du 8 janvier 2006, ses frères Comblan et Mississo lui avaient donné le produit appelé D10 à mettre dans le repas de leur père avec promesse de lui donner des dossiers de terrain de ce dernier. Il s'exécuta et après avoir mangé le repas du soir, leur père tomba dans un profond sommeil puis Comblan l'assommant au moyen d'un gourdin. Comblan et Mississo s'introduisirent alors dans la chambre de leur père et s'emparèrent des dossiers de terrain et lui en donnèrent quelques-uns. Interpellé à son tour, Comblan confirmant la participation au fait de son acolyte Koujo et s'agissant du mobile de leur crime, il précisa que leur père était doué d'un pouvoir mystique qui lui permettait de transférer aux membres de sa famille sa propre mort chaque fois qu'il la sentait venir. Ayant eu des problèmes avec leur père, celui-ci les menaçait de mort, lui et son petit frère Koujo. Il en a alors parlé à son grand frère Mississo qui avait planifié le crime. Ainsi, à l'audience du 9 mars 2016, les 3 fils accusés d'homicide volontaire furent condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. Du sport, football. Les grands championnats d'Europe reprennent après la trêve hivernale. La Premier League qui se poursuit avec le Boxing Day, un Boxing Day qui fait le bonheur de Manchester United qui bascule Liverpool à la tête du championnat. Plusieurs affiches sont au rendez-vous. Kilim Poyode. En Angleterre, Liverpool a lâché du terrain pendant les fêtes, faisant ainsi le bonheur de son rival de tous les temps, Manchester United. En effet, les Red Devils n'ont pas raté l'occasion de revenir à hauteur de l'actuel leader avec le même nombre de points après leur victoire sur Aston Villa 2-1 en ouverture de la 17e journée. Très surprenante dans la première partie de cette saison, l'équipe d'Aston Villa pointe désormais à la 5e place. C'est la première fois depuis le départ d'Alex Ferguson en 2013 que Manchester United, le club le plus puissant d'Angleterre, occupe la première place. Quant à la bande à Jürgen Klopp, ils devront batailler dur lundi face à Southampton pour prendre ses distances et sécuriser ainsi sa place. Voici les affiches de ce week-end. Dimanche, Chelsea s'oppose à Manchester City, Newcastle croise les crampons avec Leicester, Burnley offre son hospitalité à Fulham. En Allemagne, la 14e journée se joue ce week-end et Bayer Leverkusen peut prendre seul la tête du championnat s'il bat Eintracht Francfort. Dimanche, Borussia Dortmund s'oppose à Wolfsburg, Bayern Munich reçoit Mainz. En Espagne, c'est la 16e journée qui se joue ce week-end et Real Madrid peut se rapprocher du leader Atlético s'il s'impose face au Celta Vigo. Et justement, Atlético joue dimanche à Alaves, Huesca tentera sa chance contre le FC Barcelone. En France, où le PSG change d'entraîneur en la personne de Mauricio Pochettino, ex-entraîneur de Tottenham, le championnat reprend mercredi prochain. 15e journée en Italie, le leader Milan AC rendra visite dimanche à Benevento et pourra renforcer sa suprématie. Son dauphin, l'Inter Milan, joue Crotone. Naples s'oppose à Cagliari, la Juve joue Udinese et Atalanta Bergame croise les crampons avec Sassuolo. La revue de presse pour clôturer ce journal, entre autres sujets traités dans les parutions cette semaine, on peut noter le vote de la loi portant nouveau code du travail, l'augmentation des frais de péage. Les unes des journaux sont largement encore revenus sur les mesures anti-Covid renforcées en cette période de fêtes et de retrouvailles. Juliette Kandé. La presse, donc, dans son ensemble, salue les mesures supplémentaires éditées par le gouvernement pour freiner la propagation de la Covid-19. Pour Courrier de la République, il s'agit de justes mesures pour éviter le pire après les fêtes de fin d'année. Le gouvernement prend le taureau par les cornes. Titre, Nouvelle Opinion, s'agissant toujours de ces mesures. Le journal va même défendre le gouvernement en écrivant dans ses colonnes qu'il ne s'agit pas, comme le pensent certains, de restreindre les libertés des uns et des autres. Il s'agit plutôt
d'une décision prise par les autorités en concertation avec le comité scientifique de riposte de la Covid-19. L'Union pour la patrie pense d'ailleurs que le Togo échappe au tourbillon grâce à ces mesures. L'augmentation des frais de péage avec désormais les motocyclettes a été abordée notamment par le billet hebdomadaire Le Correcteur et le Médium. Si pour celui-ci, le Médium donc, une révision des prix de péage permet d'améliorer les pistes urbaines et rurales au Togo, pour le premier, Le Correcteur, il s'agit de la volonté morbide d'asphyxier la population. En effet, l'augmentation des frais de péage a été annoncée lors du Conseil des ministres du 9 décembre dernier. Désormais, les tarifs de passage des véhicules légers passent donc à 500 francs. Les minibus de 25 places paieront 1000 francs. Les bus et autocars, 2000 francs. Les camions et poids lourds, 3000 et 4000 francs par passage. Les tricycles payent, eux, 200 francs par passage. Le projet de loi portant nouveau code de travail au Togo a été adopté à l'Assemblée nationale mardi dernier. L'Union pour la patrie note flexibilité et souplesse en matière de relations de travail dans ce nouveau texte. Les nouvelles mesures donc incluses dans le nouveau code sont relevées dans le journal Le Républicain Info. Elles sont le contrat saisonnier et le contrat projet, le tâcheronat et le télétravail. Au lendemain de ce vote, le ministre du Travail, Gilbert Bahora, a d'ailleurs tenu une conférence de presse pour relever et surtout expliquer les innovations contenues dans le nouveau code du travail. Des journaux ont aussi souligné les personnalités ayant marqué l'année 2020. Les grandes figures de 2020 au Togo, jamais parlé de l'année sans elles. Le journal relève les noms de Brigitte Adjamagbo, de feu colonel Majulba, du général Félix Abalo Kadanga, du ministre Acha Deji. Claude Leroy, le sélectionneur des éperviers, n'est pas du reste. Vision d'Afrique de son côté a cité le directeur général de SAFER, M. Ouchacha, le ministre Afouacha Deji une fois encore, le colonel Amana Kodjo, commandant de la FOSAF, la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Yawa Tchegan Dzigwari, la première ministre Tomega Dogbe Victoire et bien d'autres encore. Le Médium et l'éveil de la nation ont eux aussi annoncé les tests d'alcoolémie qui seront de nouveau de retour sur nos routes, surtout pour sécuriser les piétons, mais aussi les automobilistes. Eh bien, merci à toi, Juliette Kamde, pour cette revue de presse qui met fin à cette édition. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du magazine Pluriel de ce samedi. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles. On se retrouve samedi prochain.